Merci Elodie, merci Oel Shmuel de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Je vais vous faire un aveu, c'est toujours un plaisir de prendre la parole dans un comité, j'ai envie de dire restreint de femmes. J'aime beaucoup, c'est mon élément et je m'y sens bien. Donc déjà, merci à toutes celles qui nous rejoignent, celles qui me connaissent, celles qui ne me connaissent pas. On va ce soir parler d'une thématique extrêmement importante. C'est vraiment une thématique puissante puisque elle fait partie de notre vie. C'est un ingrédient qui est là, qui en fait endommage et dédommage souvent nos vies. Cet ingrédient, c'est la pression, le stress. C'est réellement quelque part on va dire un outil qui dans la vie peut devenir un plus, mais souvent, quelque part, touche tous les aspects de notre vie. Alors, je ne vous cache pas que la pression, d'une façon générale, le stress, que ce soit pour la femme qui est occupée de pouvoir faire grandir sa famille, qui va travailler, que ce soit, ne serait-ce que l'enfant dans une cour de récréation. Vous entendez des enfants dans des cours de récréation qui vous disent « Oh là là, j'ai le stress ». Waouh, j'ai un contrôle, j'ai le stress. Le stress, c'est le mot à la mode. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, la cadence est beaucoup plus accélérée par rapport à l'ancienne génération. On vit à une cadence accélérée et tous les humains, je dis bien tous les humains, ont le même problème. Regardez, si on regarde les études le montrent, si on regarde les problèmes qui étaient liés au travail, à l'activité professionnelle à l'époque, c'était surtout des problèmes qui touchaient le physique. Et aujourd'hui, 75% des personnes qui travaillent avec leur tête sont touchées psychologiquement. C'est pour vous montrer combien aujourd'hui la charge mentale est là. Et en fait, on a, et vous le voyez tous les jours, une quantité d'informations qu'il va falloir traiter dans un minima de temps, beaucoup d'exigences, un espace court, des attentes en fait, et ça va développer tout simplement un épuisement mental, un épuisement physique et beaucoup de problèmes physiques et une détresse souvent, une détresse qu'on a du mal à gérer. Aujourd'hui, avant de me présenter, j'ai envie de passer un message un peu différent de ce que l'on trouve sur les réseaux. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le stress, l'anxiété n'est pas une finalité. Souvent, on dit de toutes les façons, il va falloir vivre avec, on est tous stressés, on est tous anxieux, on développe tous une conscience anxiogène. Bien, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, ce soir que quelque part, ce n'est pas une finalité. Plus que ça, j'ai envie de vous dire, c'est que tout chaos peut être annonciateur tout simplement d'un renouveau de croissance. Et ça, c'est important. Tout chaos, tout moment de stand-by dans ma vie, que je sois passée par un burn-out ou que je sois passée tout simplement par un épuisement physique ou moral, quelque part, c'est toujours annonciateur d'un renouveau de croissance. À partir du moment où je sais l'utiliser pour moi et pas contre moi. Alors, je vais quand même me présenter. Il y en a qui me connaissent, d'autres qui me connaissent moins, mais ce n'est pas grave. On va faire connaissance. Je m'appelle Hannah Cohen. Je suis coach en neurosciences motivationnelles, comme l'a bien dit Elodie. Cette merveilleuse Elodie qui vraiment organise tout ça en sous-marin. Elle essaye de tout organiser pour que tout se passe bien. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que ce n'est pas toujours évident. Elle a aussi sa famille. Et en fait, j'ai un cabinet de coaching sur Vincennes et j'accompagne l'homme, la femme, l'adolescent, le couple, puisque je suis thérapeute de couple. Et en vérité, une grosse partie de mon activité, c'est réellement arriver à, on va dire, à aider une personne, l'individu à se débarrasser ou d'un stress ou de trauma ou tout simplement d'un burn-out. Donc, ce sujet, en fait, je le connais bien puisque je fais partie d'un pôle sur l'intelligence émotionnelle. C'est un peu mon dada. Et pour vous dire la vérité, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que j'aime le contact, avec ça réellement, dès lors où j'ai commencé
à comprendre eh bien, comment ça fonctionnait à l'intérieur de nous et que j'ai commencé justement à savoir gérer mes émotions, parce que moi aussi j'ai appris, eh bien ma vie elle a changé. Elle s'est transformée. Je ne dis pas que je ne vis pas des périodes de stress, je suis comme vous, j'ai des périodes de stress. Peut-être que la différence entre vous et moi, peut-être encore aujourd'hui, mais peut-être pas demain, eh bien, c'est que j'arrive à les gérer. C'est pour ça qu'en général, quand on parle d'émotion, quand on parle de stress, d'anxiété, on parle de gestion émotionnelle. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui se gère. Alors, c'est vrai, c'est vrai. L'homme, d'une façon générale, n'aime pas la contraction. Il aime l'expansion. Il n'aime pas la contraction, tout ce qui contracte. Mais dans la vie, on a besoin par moment de pouvoir avoir on va dire un stop forcé, j'ai envie de dire ça comme ça, pour pouvoir repartir. Tout à l'heure, je vous parlais de contraction, je vous parlais d'expansion. Regardez, faites l'exemple avec moi, faites ce petit exercice avec moi. On va inspirer avec le nez, donc on va un petit peu contracter l'abdomen. On inspire, donc il y a une contraction, et après on expire. Et là, tout de suite, on sent un soulagement. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de renaissance sans contraction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si on est speed, même si le stress est on va dire, un ingrédient de la vie, puisque le stress, il touche même un bébé dans son berceau, il faut quand même l'entendre. Hein. C'est quelque chose qui nous suit jusqu'à 120 ans. Mais il faut en même temps savoir comment appréhender la chose déjà en se disant, c'est OK, c'est quelque chose qui va faire, de qui va naître, de quoi va naître finalement le meilleur de moi-même. Regardez, il ne peut pas y avoir de naissance, ce merveilleux moment sans contraction. Regardez comment se déploie le papillon. Il est obligé carrément de passer par une phase d'annulation complète de ce qu'il est pour pouvoir, eh bien, naître. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, c'est quelque chose que je voudrais que vous ayez là. Tout chaos, tous les moments qu'on a pu passer qui ne sont pas OK. C'est toujours annonciateur tout simplement d'un renouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir là parce qu'en vérité, on développe beaucoup de croyances autour de l'anxiété, autour bien, du burn-out et ça amplifie le problème. Ça, c'est pour moi le point d'ancrage. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup en coaching. Parce qu'en fait, quelque part, on ne peut pas arriver à transformer sa vie si quelque part, je pense que moi, je suis un problème. Non, c'est un problème, mais en même temps, tout ce que j'ai noué, et j'ai les capacités de pouvoir les dénouer. Et c'est ce qu'on va trouver ce soir. Ce soir, vous allez, en fait, au travers de cette conférence, de ce partage, on va déjà comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, je vous donnerai des outils, des rituels à installer. Et je peux vous dire que ça a transformé ma vie et ça va transformer la vôtre. Alors tout à l'heure, oui, Élodie me présentait, me disait que je donnais, oui, des formations. Je donne beaucoup de formations autour de beaucoup de thématiques comme la gestion du stress, la gestion des émotions. Ce sont des formations que je donne régulièrement toutes les 2-3 semaines sur Zoom ou alors en présentiel sur des thématiques variées avec des dossiers numériques pour que finalement on puisse travailler sur la thématique et qu'il y ait surtout un après-atelier grâce au dossier numérique. Et ce dimanche, j'ai le plaisir de pouvoir donner une formation sur une thématique unique, le couple. Le couple, en vérité, cette troisième entité qui, en fait, va nous permettre de vivre des choses extraordinaires, puisque c'est un vrai laboratoire d'expérience, des choses extraordinaires et aussi, parfois, quand on n'a pas réellement les clés, j'ai envie de dire les ingrédients, va souvent, parfois, être source de détresse. Alors, justement, je dis souvent qu'un couple, ça ne se
prédit pas, ça se construit. Et quand on parle de construction, on parle de matière, on parle tout simplement de fondamentaux, et c'est exactement en fait la thématique de cet atelier dimanche qui va porter vraiment sur les fondamentaux du couple. Mais bon, vous pourrez m'entretenir en aparté si vous avez envie d'avoir des renseignements. C'est un atelier formation qui dure 3 heures avec une pause d'un quart d'heure. OK. Maintenant, on va revenir à notre sujet tout simplement d'aujourd'hui. Donc, je vous disais que quand en règle générale, on commence à accompagner quelqu'un, la première des choses, on travaille sur 2 axes. On travaille sur, en fait, le carburant, l'espoir. On redonne cet espoir, en fait, en disant que finalement, c'est une période X qui va passer. On amène la personne dans son accompagnement à se projeter, à dire aujourd'hui c'est comme ça, mais regarde comment tu peux être dans 3 mois. Et là, automatiquement, on développe une énergie psychique qui va développer une énergie physique. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à faire sortir la personne, déjà de situations dans lesquelles elle est mal. Mais deuxième point, bien sûr, qu'on l'invite tout simplement à basculer d'un mode où elle est victime, finalement, c'est à cause de l'un, de l'autre, de mon patron, de mon époux, de ma belle-mère, et on l'amène justement à passer à un mode d'être acteur de sa vie. Donc finalement, on l'invite à poser des actions régulières qui vont justement chambouler un petit peu son mode de vie. C'est ce qu'on va voir ce soir, c'est réellement comprendre comment ça fonctionne et trouver justement des actions concrètes, des outils concrets à pouvoir poser au quotidien. Alors, je vais commencer par dire qu'en réalité, comme vous l'avez compris, je ne suis pas tellement OK pour dire que le stress, il faut le combattre. Je ne suis pas tellement OK parce qu'il y a un bon stress. Mais je suis là pour dire qu'en fait, il faut lui donner une autre orientation. Une autre orientation. Encore une fois, on est dans des impuissances apprises, c'est-à-dire des croyances qui nous disent qu'en réalité, le stress, c'est l'ennemi numéro 1, c'est celui qui a la mauvaise presse, c'est celui qui est à l'origine d'insomnie, c'est réellement celui qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer, on veut l'éviter à tout prix, c'est vraiment on va dire, l'élément qui est là pour mettre du désordre dans la vie. Mais en même temps, d'abord, on ne sait pas ce que veut dire le mot stress. On ne sait pas ce qui le génère. Et donc, on sait encore moins le canaliser. Donc, j'ai envie de revenir en fait à la traduction du mot stress. Parce que le stress, sa traduction, c'est d'abord emprunt à l'anglais. Stress, ça veut dire en fait épreuve, ça veut dire tout simplement contraction, ça veut dire pression, ça veut dire surmenage. Et quand je reviens à l'étymologie, j'aime bien revenir à l'étymologie des mots, c'est-à-dire serrer et resserrer. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Ça donne quoi? En fait, à chaque fois que l'individu va se retrouver devant une nouvelle situation, et Dieu sait combien on a de nouvelles situations qui nous tombent comme ça, d'accord? Le corps va être en alerte, il ne connaît pas. Et tout simplement, ce changement externe va créer un changement interne. Voilà. Il va y avoir un changement et face au stress, finalement, l'organisme va avoir une réponse. Il va avoir une réponse face, par exemple, à l'agression physique, psychologique, au niveau des émotions, et il va se préparer à pouvoir y faire face. Le corps est extrêmement bien fait. Le ciel nous a donné un corps où il a mis chaque élément pour pouvoir avancer, pour que l'homme puisse mobiliser toutes ses ressources. Et oui, simplement, on ne sait pas toujours bien l'utiliser. Ça veut dire qu'en fait, il y a un système qui est là, qui va en fait développer une substance qui s'appelle l'adrénaline, la neuroadrénaline, qui va pouvoir me permettre, face à une situation X, de pouvoir réagir efficacement. Et ça, c'est exceptionnel. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir mobiliser mes ressources, je vais me mettre un petit peu en préparation, il va y avoir une accélération
de ma respiration, on va voir qu'il va y avoir une augmentation tout simplement de la tension artérielle, tout ça va se mettre en marche comme un système et ça va me permettre tout simplement de pouvoir être, ça va me permettre de me stimuler pour pouvoir poser tout simplement une attitude adaptée. Jusque-là, le stress est très sain. Et au contraire, c'est comme si on nous disait bouge, allez, bouge. Et justement, on va développer à l'intérieur de nous le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir y faire face. Mais, et là c'est là où ça devient embêtant, si ce stress est beaucoup trop récurrent, ça veut dire que quoi? Si l'organisme est soumis à des tensions récurrentes de plus en plus présentes, il va y avoir ce qu'on appelle une difficulté d'adaptabilité. On va avoir du mal à s'adapter. Et qu'est-ce qu'on va libérer comme hormone? Vous le savez, vous l'avez souvent entendu, le cortisol. Le cortisol, c'est un poison pour l'organisme. Il faut savoir que nous, les femmes, on fait peut-être attention à notre poids. Mais il faut savoir que c'est un stockeur, c'est quelque chose qui stocke les graisses. C'est réellement un vrai poison, j'ai envie de dire une menace pour l'organisme. Il va y avoir une montée d'adrénaline, et là, il y en a trop, et trop d'adrénaline épuise le corps, les muscles vont se crisper, et il va y avoir une accélération cardiaque, et là, on est prêt presque au combat. On va être, si vous voulez, dans un mode où on va avoir l'illusion de bouger, mais comme si finalement on bougeait et on était complètement inefficace par rapport à la situation. Je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle. Parfois, on a l'impression de bouger, de faire plein de choses en même temps et finalement complètement inefficace. On est tout un peu dans cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je laisse ce stress s'installer de façon récurrente dans ma vie, d'accord, sans surveillance, comme je dis souvent, ou alors en CDI, eh bien, il va devenir le bocal commun à une anxiété qui va s'installer, qui va devenir de plus en plus récurrente et qui va peut-être aussi devenir une anxiété chronique qui peut mener au burn-out, à l'épuisement physique, à l'épuisement moral, mental. Donc, il est très important de pouvoir eh bien, agir en intelligence et savoir un petit peu, en fait, comment débrancher parfois la machine pour pouvoir redescendre des tours et retrouver en fait un rythme acceptable. Sinon, vous allez travailler à sur-régime. On connaît bien ça, nous les femmes. On va travailler à sur-régime et là, il y a un moment donné, le corps va nous dire stop, stop. Et c'est ce qui se passe. C'est ça, en fait, le burn-out. C'est quand le corps va dire stop, je n'avance plus. On va se lever un matin, on va être dans le brouillard, on ne va plus rien voir. On va dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'énergie. Et oui, mais simplement, le corps nous a déjà envoyé, parce que le corps est exceptionnel. C'est un temple, hein, le corps. Il nous a déjà envoyé des messages puisqu'il n'est pas voulu voir. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, au moment où vous stressez, eh bien, votre sang est occupé en fait, eh bien, il est occupé ailleurs que dans votre cerveau pensant. C'est-à-dire qu'en fait, on vous êtes complètement coupé de votre partie rationnelle. Vous savez, notre esprit est divisé en deux. On va le dire court. Il y a d'un côté l'esprit émotionnel, l'esprit rationnel. Et quand justement je suis dans ce stress, on va en parler tout à l'heure, on va comprendre pourquoi, eh bien, en fait, eh bien, je ne raisonne plus, je suis carrément enfuie tout simplement dans mes émotions. Plus de possibilité de pouvoir raisonner. Mais plus que cela, il faut savoir que ce stress touche deux parties essentielles du cerveau de l'homme. Alors tout ça, ça a l'air un peu jargon, mais je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Je le répète souvent, je le dis en séance souvent, on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne comprend pas. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas, on va dire, entendre quelque chose que je ne comprends pas pleinement. Donc, pour vous, j'imagine qu'il en est ainsi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux parties dans le cerveau. L'amygdale, c'est pas ça l'amygdale, hein.
l'amygdale dans le cerveau et l'hippocampe. L'amygdale, c'est cette partie de la peur. En fait, on l'appelle la sonnette, on l'appelle un petit peu le détecteur de fumée de la maison. En fait, lui, cette partie, elle ne sait que tirer la sonnette d'alarme. C'est la partie de la peur. À chaque fois que je vais stresser, en fait, cette partie va se développer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle a, elle, comme référence, pour savoir qu'il y a danger, des anciennes expériences que l'on a stockées dans nos archives. Vous savez, on a une banque de données ici. Et finalement, elle, cette partie, a encodé que ça, eh bien, c'est dangereux pour moi. Par exemple, on m'a demandé de prendre la parole en public et ça s'est très mal passé. Ça peut arriver. Et là, on va m'appeler pour me dire, écoute, tu dois tenir la réunion. Il faudra, c'est toi qui vas présenter le projet. Et là, tout de suite, mon cœur qui bat. Donc, cette partie qui va envoyer un signal qui va s'allumer, attention, danger. Pourquoi? Parce qu'elle va faire référence aux anciennes peurs que j'ai eues, ça peut avoir lieu même il y a 2 ans, qui vont se réactiver et automatiquement, je vais développer du stress et je vais être complètement inadaptée par rapport à la situation. C'est pour ça qu'il est très important, mesdames, de ne jamais laisser de côté des peurs. Les peurs, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, une peur qui n'a pas été traitée revient un peu sous la forme du destin. C'est-à-dire qu'en fait, cette partie, elle regarde dans mes archives, elle regarde, et tout ce qui va ressembler à ça, elle va m'envoyer finalement, comme si elle me disait, oh là là, sois attentif, c'est dangereux. Admettons, ça s'est pas bien passé dans l'avion, vous avez pris l'avion, vous vous êtes senti mal, ça a l'air de rien, mais peut-être que dans votre cerveau, vous avez encodé une peur. Imagine-toi que ça se reproduise et que je me trouve mal et que j'ai personne qui puisse m'aider. Vous allez devoir voyager et automatiquement, là, jusqu'au moment du voyage et jusqu'au moment où vous allez atterrir, vous allez être dans un stress complet. D'accord? Ou alors, vous avez connu, je ne sais pas moi, un licenciement et chaque fois que eh bien, ça commence à remuer dans votre boîte, vous vous dites, oh là là, c'est mon job qui est en jeu, je vais pas pouvoir m'en sortir. En fait, j'ai encodé des anciennes peurs qui se réactivent. Donc ça, c'est la partie de la peur qui se développe. Mais vous avez une partie de l'autre côté qui rétrécit, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la porte d'entrée à la mémoire à long terme. D'ailleurs, c'est très important ce que je vais vous dire pour nos étudiants, parce qu'en fait, en stressant comme ils le font souvent, eh bien, ils ferment cette partie, finalement, dont ils ont tellement besoin, ils vont stocker de l'information. Mais ils ne vont pas pouvoir, eh bien, la récupérer. Ils vont peut-être apprendre des choses, mais le jour même, ils sont tellement dans un stress que pour pouvoir récupérer tout simplement les informations qu'ils ont stockées, ça va être complètement difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les études montrent qu'une personne de 34 ans, elle a beaucoup plus de trous de mémoire que ses prédécesseurs. On a une hyperactivité chez les enfants, en fait. On a tout cela parce qu'en réalité, un système qui a été mis dans notre cerveau pour pouvoir nous aider. Encore une fois, je vous le dis, le ciel est exceptionnel. Il y a des parties dans notre cerveau qui sont là uniquement pour aider l'homme à pouvoir se développer. Eh bien, finalement, de nos mains, on les abîme. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de stress, trop de cortisol, et finalement, ces parties-là, eh bien, ne m'aident pas, au contraire, elles défavorisent mon développement. Alors, j'ai quand même voulu ce soir me poser la question, j'aime les choses pratiques, je suis une femme pratique, et me dire, tiens, mais en fait, quels sont les facteurs principaux de l'anxiété et du stress? Parce qu'en fait, il y a quand même des facteurs. Et en réalité, personne ne peut nous donner cette réponse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le stress, l'anxiété, la pression, eh bien, on va dire, est multifactoriel. Il y a plusieurs raisons. Et on ne peut pas dire qu'on en connaît le facteur principal. Mais là, je me suis mis dans la peau d'une femme, je suis une femme,
Et je me suis dit, bah, tiens, quels pourraient être les facteurs principaux qui peuvent générer un stress trop récurrent? C'est comme si on travaillait toujours à sur-régime. Vous voyez, j'ai envie de dire, même une voiture de course, à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle regonfle ses pneus, qu'elle prenne de l'essence pour pouvoir mieux repartir. Donc, il est important de pouvoir essayer de voir un petit peu quels sont éventuellement les facteurs qui sont présents. Alors, moi, j'en ai cité 5. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais des fois, qui sont anodins. Vous savez qu'un changement de routine dans la vie de l'homme, eh bien, développe et génère un stress, une anxiété qui peut être parfois s'installer de façon invisible et peut générer des conséquences assez négatives. Il faut savoir que tout changement exige qu'on s'y adapte. Il ne faut pas penser il y a un changement, par exemple, un enfant se marie, quitte la maison. Oh, c'est super, c'est génial. Eh bien, c'est un changement de routine. Il avait l'habitude d'être à la maison, dans sa chambre. Eh bien, ça peut créer, on va dire, eh bien, une gestion intérieure difficile qui peut amener finalement à de l'anxiété, un déménagement. À part le fait que c'est fatigant, c'est un changement d'habitude, j'ai envie de dire un accouchement, mais ça vous le savez, même le fait de travailler par exemple en télétravail à la maison, vous savez, c'est vrai qu'on est une machine super puissante. Le corps humain est très résistant. Mais il suffit d'avoir déjà une charge importante mentale pour que des petits détails transforment notre vie. Et je veux que vraiment vous l'écoutiez parce que j'accompagne suffisamment de personnes. Et souvent, on délaisse des petits détails de notre vie en nous disant, bon, allez, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. Je te dis souvent, c'est vrai que c'est pas grave ce que tu dis. Mais ça dépend déjà de ta charge mentale, ta charge cognitive, où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu prends le temps de pouvoir un petit peu vider ce réservoir ou est-ce que tu avances comme une machine en se disant il faut plus, il faut mieux, sans jamais pouvoir t'arrêter? Alors, je conçois qu'on a souvent une vie trépidante. Elle est magnifique, la vie d'une femme, c'est vrai, mais tellement trépidante. Et si nous, on va le voir comment, on ne sait pas justement développer une hygiène de vie, on risque de se faire ramasser par tout cela. Donc, ne négligez pas un changement de routine. Deuxième point sur lequel j'ai envie de parler, c'est, et ça va parler à certaines, un rythme de vie beaucoup trop soutenu. Vous savez, par exemple, imaginez-vous un joli violon devant vous avec des cordes bien tendues. Prenez votre archet et vous tapez dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, les cordes, elles vont se briser. Elles vont se casser et ça va être la fin. C'est comme si, en fait, eh bien, j'ai un rythme qui est au-delà de mes capacités. Je ne sais pas faire des moments de pause, débrancher. Et là, je maltraite quoi? Mon système nerveux. Et ça ne pardonne pas. Il faut savoir qu'un lourd fardeau qui est là depuis longtemps écrase. On ne doit pas dire, mais non, c'est pas grave, c'est comme ça pour tout le monde vit ainsi aujourd'hui. J'ai envie de dire aujourd'hui, mesdames, reconnaissez d'abord eh bien, le type de vie que vous avez. Essayez de pouvoir vous apaiser, de trouver des moments pour vous. Alors, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la complaisance. J'en suis pas là. Je ne vous demande pas d'avoir des petits caprices. Là, il y va de votre santé, de votre psyché. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que tout ce que l'on peut imaginer, si je m'arrête, comment ça va se passer avec les enfants. Non, de toutes les façons, c'est s'arrêter pour mieux repartir. Donc, ce que je veux dire, c'est reconnaissez aussi vos signaux. Vous savez, quand on commence à avoir des moments d'absence, on est là, mais on n'est pas là. Une boule à la gorge qui est là permanente. On n'arrive pas à avaler. Hein. Quand on dit j'ai les boules, c'est un peu ça. Hein. Quand on commence à prendre du poids, oui, c'est un signe.
C'est pas seulement parce que je mange trop. Parce que si je mange trop, c'est qu'il y a une origine. Est-ce que je nourris bien mes besoins psychologiques? D'accord. Il peut y avoir aussi des plaques d'eczéma. Moi, j'accompagne des personnes qui viennent me voir à la limite parce qu'elles ont des plaques, un eczéma qui n'arrive pas à se résorber. Et derrière tout cela, c'est un stress qui est beaucoup trop récurrent. Donc, reconnaissez vos propres signaux et ne dites surtout pas, oh, c'est pas grave. Ne dites surtout pas cela, parce que trop de poids à un moment donné écrase. Même si vous êtes des femmes vaillantes, même si vous voulez le meilleur, et je sais combien on a envie d'apporter à nos familles, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, il va falloir développer une forme de nombrilisme. Oui, c'est peut-être dur à entendre, mais il va falloir penser à soi. Parce que je ne peux pas donner quelque chose à l'autre si je ne me le donne pas. Je parlerai aussi d'un troisième élément qui me semble important. C'est qu'on se fixe toujours de très beaux objectifs dans la vie. On a l'impression qu'on va pouvoir y arriver. Tiens, j'ai envie d'évoluer, dans ma vie, donc je me fixe tel et tel objectif. Alors c'est vrai que c'est bon un objectif. Un objectif, eh bien, c'est un challenge, c'est vraiment se mettre dans une philosophie de l'amélioration. C'est top. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, encore une fois, usons d'intelligence et posons des objectifs qui soient atteignables. Parce que sinon, je vais développer des frustrations. Des frustrations qui vont impacter quoi? Un des fondamentaux qui est l'estime de soi et qui impacte directement mes états internes. Donc, c'est important, oui, bien sûr qu'un objectif, c'est une façon de se projeter, c'est une façon d'avancer, c'est un outil d'évolution exceptionnel. C'est pas moi qui veux vous dire ça, je suis coach. Mais en même temps, posons-nous des objectifs qui soient atteignables. Quand j'entends des personnes qui viennent me voir, écoute Rana, il va falloir que tu me fasses perdre 7 kilos en un mois, et j'en ai qui viennent me voir pour ça. À un moment donné, on ne va pas arriver à l'objectif, mais pas seulement on ne va pas y arriver. On va développer de grosses frustrations qui vont amener nulle part. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément que dont j'ai choisi de vous parler, qui est complètement associé à cette situation qu'on vit tous. On vit dans une situation sanitaire très, très compliquée. On a vu des personnes autour de nous disparaître, malheureusement. On vit, malheureusement, je vais dire les choses un petit peu crûment, mais à un moment donné, la vie et la mort se tenaient la main. Donc, on a beaucoup parlé de mort et toutes ces peurs dont on ne sait même pas d'où sont remontées et quelque part ont développé aussi un stress, je le vois, un stress énorme aujourd'hui, ce qui est normal bien sûr, mais en même temps, eh bien, ont surtout amené les personnes à être dans deux endroits qui ne servent à rien. Quand on pense à la mort, on pense à deux endroits qui ne servent à rien. On pense à, finalement, je regarde dans le rétroviseur et je regarde aussi, en fait, dans mes projections du futur. Et je ne suis jamais centrée là. J'ai peur. J'active mes peurs. Donc, à ce moment-là, je ne suis jamais centrée sur le moment ici et maintenant. J'ai envie de vous dire que c'est ici que tout se construit. C'est là, ici et maintenant. Donc ça, c'est important. On s'est rendu compte qu'en réalité, les personnes qui développaient une anxiété, c'était des personnes qui étaient dans deux endroits qui ne servaient à rien. Alors, c'est vrai qu'on vit des situations compliquées. On a vu des êtres chers disparaître. Et malheureusement, même dans une cour de récréation, les enfants de 5 ans parlent de la mort comme ils parlent de… Tout ça, ça développe et ça génère des peurs. Il faut savoir que la peur, c'est la patronne des émotions. Bon, ça, c'est un autre dossier. J'espère qu'on se retrouvera pour une autre conférence et on parlera vraiment de la gestion émotionnelle parce que vous comprenez bien que stress et émotion sont très, très liés. On ne peut pas parler de stress, on ne peut pas parler de dépression sans parler d'émotion. Mais bon, on pourrait rester toute une soirée à en parler. Moi, ça me plaît, je ne vous cache pas, mais je ne pense pas que vous resteriez si longtemps. Donc, c'est important de peut-être se refixer un autre rendez-vous et on pourra reparler de tout cela. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, eh bien, il va falloir revenir là et se dire que de toutes les façons, parmi toutes les peurs que j'ai,
ça c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le montrent, il n'y a que 7% de peur qui soit vraie. Je le répète parce que c'est suffisamment important. Parmi toutes les peurs que j'ai, il va se passer ça, et s'il y arrivait ça, et quand il s'est passé ça, il n'y a que 7% de peur qui soit vraie. Le reste, c'est fictif. Le reste, c'est déjà arrivé, c'est des choses qui sont irréelles, c'est pas des choses qui sont connectées avec l'art. Donc, ce domaine aussi, c'est un domaine qui génère beaucoup de peur. Et le dernier point qui me semble aussi important, c'est la solitude. Les personnes qui sont seules, ce sont des candidats malheureusement au stress. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la solitude, eh bien, c'est, on va dire de façon primitive, c'était en fait, à l'époque, chez les premiers hommes, eh bien, c'était synonyme de mort. Parce qu'en fait, quand on n'appartenait pas à un groupe, c'était l'exclusion, qu'on était seul, eh bien, il y avait danger, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien qui pouvait nous protéger, et donc c'était synonyme de mort. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vit pas à une époque antérieure, on vit dans un monde moderne, d'accord? Les dangers sont moins présents, hein, on a des maisons, on se protège, ok, on a un service de sécurité, tout est là, mais en même temps, dans notre esprit, solitude, on a associé quelque chose qui s'appelle la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, solitude, quand on revient en arrière, c'était un danger, d'accord? C'était l'exclusion, donc un danger. Et automatiquement, c'était la mort. Donc, j'ai quand même voulu voir ça avec vous parce que je pense que c'est quand même important de parler des facteurs qui favorisent ce stress. Avant de rentrer dans les outils concrets que j'ai envie de vous proposer ce soir, on pourrait encore aussi en proposer beaucoup, dans savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. J'ai envie de vous parler d'un dernier point qui me semble important. J'ai envie de vous parler en fait de l'endroit où est condensé ce stress. Vous l'avez compris, ce stress, il est en fait contenu dans une partie, vous voyez, je vais mettre les paumes de mes mains sur mes oreilles. Toute cette partie-là, vous voyez, derrière, je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, derrière, eh bien, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. En fait, on a 3 cerveaux, que vous sachiez. On a derrière la nuque le cerveau reptilien, c'est le cerveau, on va dire, archaïque, le cerveau, en fait, qui s'appelle le cerveau de la survie. Ce cerveau, en fait, il assure la survie, manger, boire, dormir, se reproduire. C'est en fait là où sont réellement condensées les peurs. Vous avez un peu plus haut, au monde d'étage, le cerveau limbique. Limbique qui vient du mot limbus, qui veut dire tableau de bord. Parce que nos émotions, si on sait les utiliser, elles peuvent devenir notre boussole. Et on a ici le cortex préfrontal, le cerveau pensant, le cerveau qui analyse, le cerveau qui juge, qui compare, etc. Et il est clair que quand on est comme ça dans du stress, quand on vit une situation stressante, ce stress, il est contenu dans ce cerveau limbique qu'on appelle le mode automatique. Alors, ce mode automatique, ce cerveau limbique, il gère bien le quotidien. C'est vrai, tout se passe bien. Mais dès lors où il survient un problème, d'accord, là, il va commencer à paniquer. Là, il a du mal. Et s'il ne laisse pas la main au cerveau pensant, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un stress qui va se générer, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir du mal à pouvoir passer. Et c'est ça le stress. En fait, c'est en réalité un conflit entre tout simplement le mode automatique et le mode mental préfrontal. Il y a un conflit entre les deux cerveaux. Tout simplement, le cerveau limbique ne veut pas laisser la main au cerveau pensant. Et là, à ce moment-là, eh bien, il y a un moment où le stress se développe, monte, nos émotions, c'est comme si on montait dans les tours. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre employeur vous critique. Il vous fait une critique. Alors, si vous êtes dans votre mode
automatique, vous êtes dans vos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez commencer à remettre en cause vos compétences, ben, je suis nulle, vous allez développer une forte inquiétude, du stress, vous allez commencer à prendre ça directement pour vous, vous allez tout de suite avoir peur pour votre réputation. Par contre, quand vous êtes dans votre mode mental préfrontal, et je laisse mon cerveau finalement, c'est ce qu'on va apprendre un petit peu à faire, prendre la main, automatiquement, eh bien, vous allez peut-être, au travers de cette situation, désamorcer la situation, vous disant peut-être que c'est une possibilité pour vous d'ajustement, peut-être que vous prenez aussi la remarque pour ce qu'elle est, d'accord? Peut-être qu'elle n'est pas justifiée, et c'est OK. Vous voyez, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, l'inquiétude, elle fond. Comme de la neige sous le soleil, elle fond, elle disparaît complètement. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est justement abattre cette résistance qui existe entre mon cerveau émotionnel, le cerveau limbique, qu'on appelle aussi le cerveau mammalien, parce qu'il est commun à tous les mammifères, et basculer à un mode mental préfrontal. Alors, c'est vrai qu'au début, le cerveau qui a l'habitude de fonctionner avec un stress récurrent, il va pas être OK. Hein. Il va dire non, 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 Rana a toujours fonctionné comme ça, je ne suis pas OK. Mais à force de vous entraîner au travers de petites actions régulières, à un moment donné, parce que le cerveau, c'est un muscle, il va lâcher. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un cerveau, on appelle ça la neuroplastie en action, qui a cette capacité à pouvoir se transformer. On peut en faire ce qu'on veut, c'est un muscle. C'est comme du plastique, on appelle ça la neuroplastie. D'accord? L'important, c'est de le savoir pour pouvoir, encore une fois, l'utiliser pour nous et pas se dire, bon, bah, c'est comme ça, il faut que je l'accepte. Non, on peut vaincre tout simplement ces états internes et créer ce qu'on appelle de nouveaux sillons neuronaux pour pouvoir eh bien, affaiblir nos anciennes connexions. Mais tout ça, encore une fois, je le répète parce que j'ai commencé par là et pour moi, j'y tiens. Il faut avoir la croyance que quelque part, j'ai la capacité de pouvoir changer les choses. Regardez, aujourd'hui, je recevais une femme qui est venue me voir en thérapie et qui finalement vit une rupture, qui est en train de se séparer de son époux. Elle est épuisée, cette femme. C'est une femme qui vraiment n'a plus de force. Mais pourquoi elle n'a plus de force? Parce qu'en fait, elle a développé avec cette séparation l'idée que quoi? Que en se séparant de son mari, elle ne pourra jamais retrouver autre chose. Elle va, en fait, c'est comme s'il était parti avec sa capacité de pouvoir se réinventer, sa capacité. Et voyez, toutes ces croyances que l'on transporte ajoutent sur cette détresse morale et psychologique. Donc, c'est important de développer de justes croyances. Je dis toujours être juste avec soi-même et développer, ne pas alourdir le dossier. Si c'est compliqué pour soi, si ça fait plusieurs temps que j'ai du mal à me débarrasser de cet état dépressif, c'est pas ce qui va faire de moi une femme dépressive. Vous voyez, en fait, j'appuie beaucoup sur ça parce que pour moi, c'est important. C'est déjà un bout de la réussite. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que j'ai pu vous apporter ce soir. Et là encore, il y a énormément d'outils. On a des mallettes à outils. En coaching, on peut amener énormément d'outils qui vont pouvoir aider un quotidien. Alors, j'ai essayé de choisir les plus percutants, ceux que j'utilise pour moi, qui marchent, pour pouvoir vous les proposer. La première clé que j'aimerais dérouler ce soir, c'est en fait mettre des mots sur les mots. Oui, mettre des mots sur les mots. Oser exprimer et dire les choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous n'exprimez pas, vous l'imprimez. Tout ce qui n'est pas devant est dedans. Alors, c'est vrai qu'on va vivre des incompréhensions, on en a tous, on va vivre des colères, on va vivre des injustices, on va vivre des peurs. Et on est tous assis, je dis souvent, sur des mines de colère et d'émotions.
Ça, c'est pour tout le monde. Quelque part, on est prête à exploser à tout moment. En même temps, si je ne m'habitue pas à vider ce vase allostatique et oser dire les choses, à un moment donné, mon vase émotionnel va être trop important. Alors vous allez me dire, mais Hana, à qui on va le dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne peux pas exprimer ça. Alors j'hypotrophie bien, mes sentiments. Des fois, j'ai envie de dire non, je dis oui. Vous connaissez ça, je suppose. On dit oui, alors qu'on a envie de dire non. Au lieu de dire, écoute, ça m'aurait fait plaisir aujourd'hui, mais je ne peux pas. Peut-être qu'une prochaine fois. Et à un moment donné, un jour, on va se réveiller, on ne sait pas comment, et on va crier un grand non, on va crier un très grand non, quelque part à la mauvaise personne et au mauvais moment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les médecins, les scientifiques expliquent que beaucoup de maladies, et je vais quand même la nommer, dont le cancer, bien, ce sont toutes ces émotions qui ne se sont pas exprimées, qui ont été refoulées. En fait, bien, qui va impacter mon corps et mon psyché. Ça, il faut quand même le savoir. Quand je travaille cette hygiène énergétique où je vide, où je mets des mots sur les mots, j'exprime pour ne pas imprimer. Quelque part, je casse avec bien, cette mécanique qui peut m'amener, et n'ayons pas peur de le dire, à ce burn-out. Comme le dit Thomas Danzenbourg dans son livre, et je trouve cette phrase exceptionnelle, si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, je déprime. Je pense qu'il a tout résumé. Je répète parce que je pense que c'est important. Si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, je déprime. Donc, il est important aujourd'hui d'apprendre à dire les choses et ne pas les garder pour soi. Souvent, on est dans c'est pas grave, ça va passer. Oh, je vais prendre un coup de fil, je vais appeler une amie et ça va passer. Vous savez, vous avez beaucoup de personnes et j'en rencontre tous les jours qui sont en ce qui s'appelle en dépression souriante. C'est vrai, ils sourient. Tu vas bien? Ah oui, tout va très bien. Comment ça va? Oh, c'est super. Et quand on gratte un petit peu, ils sont dans cette forme souriante de dépression. Ils sourient, mais ils sont en pleine dépression. Et il faut quand même savoir que cette partie-là, que j'ai envie finalement, que je garde à l'intérieur de moi, entendez-le, elle va se venger. Et oui, elle va se venger. Parce qu'en fait, il faut savoir que des émotions dont je ne m'occupe pas, elles s'occupent bien de moi. Et c'est comme ça qu'un matin, je me lève, je suis complètement dans le brouillard, incapable de pouvoir avancer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une émotion, elle est là, il faut la reconnaître, il faut la nommer, il faut l'accepter. C'est-à-dire que quoi? Quand vous ressentez quelque chose qui n'est pas OK, faites juste cet exercice. Nommez ce que vous ressentez. Arrêtez-vous. Nommez ce que vous ressentez. Je ressens de la colère. Ne dis pas je suis en colère parce que vous n'êtes pas de la colère. Je ressens de la colère et je l'accepte. C'est déjà un premier pas en termes d'expression. Alors vous allez me dire, mais comment en parler? Vous savez, on a tous un meilleur ami. Ce meilleur ami, c'est notre journal de bord. Et je vous invite à avoir ce journal avec vous. Moi, je l'ai, le mien. On appelle ça l'écriture de soi. Oui, l'écriture de soi où, là, je vais pouvoir jeter tout ce que j'ai besoin de jeter, sans aucune modération. Marquer mes ressentis, mes pensées, tout ce qui me vient. Vous allez voir que même votre stylo va vous amener vers des autres expériences qui se sont passées, que vous avez enfuies au plus profond de vous-même. Vous savez ce que vous allez faire là? Vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Vous êtes en train de vider ce vase émotionnel, lâcher toute cette charge allostatique et vous allez pouvoir justement avancer avec beaucoup plus de légèreté. Parce que vous savez, toutes ces rancœurs, toutes ces émotions qui n'ont pas été, ces ressentis, j'ai envie de dire ça comme ça, qui n'ont pas été exprimés, bien, on les met dans la mémoire à long terme. Là. Comme si on les mettait au parking ou au congélateur, encore mieux. On les met au congélateur.
Vous savez ce qu'on développe? On appelle ça en coaching les 3 R. R comme ressenti, R comme revanche et R comme regret. Quand on a des ressentis et qu'on ne les a pas exprimés, de toutes les façons, il y aura une revanche. À un moment donné, même si on pense que c'est complètement oublié, à un moment donné, on va sortir de ses gonds, comme un cocotte minute sous pression va exploser à la mauvaise personne et au mauvais moment. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans le regret. Donc vraiment, j'ai envie de dire aujourd'hui, osez exprimer, c'est important. Tout à l'heure, on parlait de charge, d'une vie qui est chargée, qui nous demande beaucoup d'adaptabilité. On a de plus en plus, on est dans une course effrénée. On veut en faire de plus en plus, jamais savoir s'arrêter, faire plaisir et ne déplaire à personne. Hein, on est un peu dans ça. D'accord? Et on a du mal à trouver le bon curseur. Alors, vous savez, comme vous, comme moi, la vie, elle est bordée d'exigences. Il faut que je me lève, que je m'occupe des enfants, que j'aille travailler, que je sois cette Wonder Woman, que je m'occupe, que j'arrive le soir souriante à la maison, que je puisse préparer un bon dîner, que je sois détendue pour accueillir mon époux. Enfin, on a énormément d'exigences. Et j'ai envie de dire merci parce que c'est grâce à cela, finalement, eh bien, que quelque part, ça développe notre dimension d'humain. On préfère être comme ça que le contraire. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais je suis juste en train de faire un constat. Et là, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle, j'en parle souvent dans mes coachings, eh bien, de la pyramide des exigences et des moyens. La vie, c'est une pyramide où en bas, il y a plein d'exigences. Et tout en haut, il y a un petit mot qui s'appelle les moyens. La vie, notre vie, elle est bordée d'exigences. Tu dois te lever à 6h30, préparer le petit déjeuner, aller préparer, penser à ce qu'il doit y avoir, penser aux enfants, être au top au travail, aller faire les courses parce que eh bien, tu reçois la belle famille. Enfin, vous connaissez ça. Et surtout, ne pas défaillir. La vie, elle est bordée d'exigences. Ce que je vous demande, c'est justement pouvoir renverser cette pyramide. Je répète, renverser cette pyramide, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en haut de cette pyramide les exigences et tapisser mon socle de moyens. Ça veut dire quoi, tapisser mon socle de moyens? C'est tout de suite quand j'ai justement pas mal de choses qui sont là et sur lesquelles il va falloir que je donne le meilleur de moi-même. Au lieu de me dire, oh là là, j'ai ça, ah j'ai ça, ah, il faut que je pense à ça, et je suis là à ruminer. C'est tout de suite me dire, ok, là j'ai une journée force, on va dire ça comme ça, qui démarre avec un planning de ministre. Ok, quels sont les moyens que j'ai moi aujourd'hui pour pouvoir passer au mieux cette journée? Quels sont les moyens qui me permettraient de fonctionner avec le meilleur de moi-même plutôt qu'avec le pire de moi-même? Et vous voyez là, rien qu'en vous posant cette question, vous êtes en train d'ouvrir un champ du possible qui est complètement différent que celui de « Oh là là, comment je vais faire? Ça commence mal, c'est difficile. Ce soir, j'en ai jusqu'à au moins 11 heures. Comment je vais… » Vous voyez, tout de suite, c'est en fait switcher et passer en fait à un mode mental préfrontal, on en revient, plutôt qu'à un mode automatique où là, je n'ai plus, on va dire, comment je vais dire ça? J'ai plus de puissance. C'est comme si en fait j'étais complètement délestée de ma puissance. Tandis que si tout de suite, ok, j'ai une journée difficile ou une journée importante, quels sont les moyens que j'ai qui vont me permettre de passer cette journée au mieux? Vous voyez ce qu'on a fait là? Rien qu'en se posant une question, eh bien tout simplement on a switché. On a mis les exigences tout en haut. On les connaît les exigences, on n'a pas besoin d'eux. Et on a bordé notre journée des moyens. Et ça, vous savez, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça a l'air simple, mais c'est quelque chose qui marche très, très bien en termes de pensée et ça allège énormément. Parce que sinon, je vais vous dire franchement, si vous bordez votre vie que d'exigences, allez, vous allez le payer cash et ça va être compliqué.
physiquement, mentalement. Tout de suite, c'est quels moyens je peux développer pour passer cette journée au mieux, ou alors pour pouvoir passer ce moment qui me paraît complexe au mieux. Vous allez voir qu'il y a des idées qui vont fuser, vous n'allez même pas comprendre comment. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement ouvert le champ du possible. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Vous n'êtes plus centré sur le problème, vous êtes centré sur la solution. Complètement différent. Ça, c'est le deuxième point. Troisième clé, non, c'est le deuxième point. La troisième clé dont j'aimerais vous parler, c'est une clé qui pourrait paraître simple, mais qui est extrêmement importante. C'est vous habituer dans la journée à faire en fait des moments où vous vous installez et vous simplement vous fermez vos yeux. Fermer ses yeux, c'est s'extraire en fait, encore une fois, de ce mode automatique pour rentrer dans un mode mental préfrontal. C'est-à-dire faire un stop. Je dis souvent stop, c'est S-T-O-P, qui donne se taire, observer patiemment. C'est pouvoir justement, vous savez que le stress est aussi très lié à la notion de vision. Donc, pour pouvoir justement sortir de ce mode automatique, de temps en temps, moi, dans la journée, il m'arrive ne serait-ce que de m'asseoir. Je ne parle pas de méditer, ça c'est encore autre chose. Et de simplement fermer mes yeux et faire un stop. Et à ce moment, quand j'ai fermé mes yeux, je vais essayer de me laisser submerger par de bonnes émotions. Je vais penser à mes petits-enfants, par exemple. Ou alors, je vais penser peut-être à des bons moments que j'ai mis dans mes archives qui vont, voilà, me redonner, en fait, eh bien, de bonnes sensations. Vous savez, on a beaucoup d'outils à l'intérieur de nous qui parfois pourraient paraître très simples, mais qui marchent très bien. Moi, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de le mettre en place. Et après, vous me ferez un retour. C'est simple, c'est en fait revenir ici et maintenant. Ne serait-ce que de s'asseoir et faire des petits moments de pause, serait-ce qu'en fermant ses yeux. Ça ne va pas vous prendre une heure. Vous êtes en train de vous extraire du tourbillon de la vie pour revenir, eh bien, tout simplement à votre cortex préfrontal, à ce mode mental préfrontal. Et là, encore une fois, vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est tout simple et ça marche très, très bien. Donc, rappelez-vous de ce petit mot, le stop. Se taire, observer patiemment. Alors, il faut savoir que la quatrième clé que je vais dérouler devant vous, c'est une clé qui est très, très puissante. D'abord, je l'utilise moi-même et on va voir que beaucoup l'utilisent. Pourquoi beaucoup l'utilisent? Que ce soit des sportifs, que ce soit des hommes politiques, ils travaillent en fait ce lien connotivo-comportemental. Alors, je vais m'expliquer. Vous savez qu'on a, tout à l'heure je vous l'ai dit, on a un temple, un corps qui est extrêmement bien fait. Hachem a pensé à chaque petit détail. Et en réalité, ce corps est le meilleur levier émotionnel. Si je sais l'utiliser pour moi, il peut devenir, en fait, je peux switcher d'un état interne en 1/10 de seconde, un état interne qui soit désagréable, à un état interne beaucoup plus fécond, et ça en 1/10 de seconde, en passant par quoi? Par mon corps, par ma posture. Quand vous ne vous sentez pas bien, par exemple, vous êtes contrarié. Un enfant vous a dit quelque chose qui vous a contrarié. Vous avez entendu une nouvelle qui vous a contrarié. Tout de suite, mesdames, revenez à votre corps. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien, c'est quelque chose qui se voit dans vos micro-mouvements et dans vos macro-mouvements. C'est quelque chose qui se voit. Automatiquement, vous avez les bras croisés, vous avez le visage serré, vous avez les dents aussi également qui sont bien, bien, bien fermées. En fait, vous avez un visage qui est complètement tiré vers le bas. OK? Moi, ce que je vais vous demander, c'est de switcher. Je vais vous demander de vous mettre devant une glace
et de développer en fait 3 postures. Celle des épaules, celle du menton et celle en fait qui développerait ces 80 muscles, le sourire. Alors je m'explique. En règle générale, les épaules, c'est le message de la confiance. Quand je rehausse mes épaules, je suis en train de dire à mon cerveau, j'ai confiance en moi, je vais gérer. Je vais gérer. Ensuite, quand je rehausse mon menton, qu'est-ce que je fais? Ce message-là, le menton, c'est le message de l'autorité. Ça veut dire quoi, le message de l'autorité? C'est moi qui drive à bord, personne d'autre. C'est moi qui drive à bord. Et quand j'affiche un grand sourire, en fait, quand je travaille je suis en train de faire passer une onde de joie qui traverse tout mon corps. Je peux vous conjurer que dans cet état, il ne peut y avoir aucune pensée négative. Et tous les états internes négatifs vont se transformer en états féconds. Regardez, faites l'essai avec moi. Je ne vous vois pas, mais ce n'est pas grave. Moi, vous me voyez. Allez, rehaussez vos épaules. Allez, faites-le avec moi. Remontez votre menton et affichez un grand sourire. Regardez dans quel état vous êtes là. Vous ne pouvez pas me dire que dans cet état, vous avez des pensées négatives. Ce n'est pas possible. Vous avez en fait, eh bien, un état interne qui est bas. Regardez comme on se sent bien dans cet état. Dans cet état-là, vous pouvez le retrouver à tout moment. Il suffit de travailler votre posture, ce corps magnifique que Dieu nous a donné. Mais on l'oublie souvent. À un moment donné, mon cerveau va dire, tiens, c'est vrai, il y a 2 minutes, Rana, elle était très en colère. Mais là, ce n'est pas la posture d'une personne qui est en colère. Ok, je lui envoie l'énergie qui va avec. Et c'est comme ça qu'on change d'un état interne en 1/10 de seconde et on passe à un état interne beaucoup plus fécond. En fait, le cerveau, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. Et quand je suis dans cette posture, rappelez-vous, hein, mesdames, nous sommes d'abord des êtres biologiques, nous dépendons d'un corps. Donc, le corps est le meilleur, sachez-le, levier émotionnel. Je vais vous parler eh bien, de quelque chose qui va peut-être à nouveau vous sembler simple, excusez-moi, mais qui est une pépite pour moi. Cette pépite, en fait, eh bien, c'est la gratitude. Vous savez que la gratitude, pour moi, c'est la vitamine de la vie. C'est vraiment dire oui à la vie. Alors, vous allez me dire, mais il y a des choses que je vis que je n'ai pas envie de dire oui. Alors, moi, je ne suis pas en train de te dire que tu dois aimer ce que tu n'aimes pas. Mais tu dois quand même savoir dire oui à la vie. Ce n'est pas aimer ce qu'on a, mais c'est accepter ce qu'on a. Et développer, en fait, une gratitude pour tout ce que l'on a. Alors, vous allez me dire, oui, mais Hana, ça, on le sait. Je sais que vous le savez. Mais c'est, on va dire, vous le savez peut-être, mais votre bouche l'oublie souvent. Enfin, je parle de moi, là. Souvent, on dit, oui, la gratitude, très important. Mais en même temps, mesdames, il faut savoir qu'à chaque fois que j'active cette gratitude, j'atténue le fonctionnement, on a parlé tout à l'heure de l'amygdale, je l'atténue. Je suis beaucoup plus en intelligence émotionnelle. J'alimente mes neurotransmetteurs qui vont produire de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est cette hormone de l'énergie. La sérotonine, c'est tout ce qui est lié à la joie de vivre. Donc, il va falloir justement envisager notre quotidien beaucoup plus basé sur la gratitude. Et des fois, quand on est down comme ça, on n'a pas envie, c'est tout de suite se poser la question, tiens, allez, je m'assois. Vous savez, moi, ça m'arrive des fois de faire. Hein, et de me dire, tiens, quelles sont les 20 choses pour lesquelles eh bien, je dois être reconnaissante dans ma vie. Rien que le fait de les noter, déjà, j'ai le sourire qui revient aux lèvres. Rien que déjà, je suis déjà repartie. Quelles sont les petites choses que si on m'enlevait, eh bien, ça pourrait changer ma vie. Ça peut être mon café du matin, ça peut être mon oreiller. Même ça, il va falloir savoir dire merci. Ça peut être, on m'a fait un sourire ce matin dans le métro.
Merci pour tous ces soleils. Ça dépend comment on voit le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Et il va falloir travailler, eh bien, cette vitamine qu'est la gratitude. C'est pour ça que quelque part, il va falloir en parler et il va falloir le nommer. J'ai envie de parler aussi du langage transformationnel que l'on utilise. Vous savez, on utilise beaucoup de mots qui sont des mots d'auto-torture. Et j'en citerai quelques-uns. Ces mots, c'est « il faut »,« je dois »,« c'est comme ça », qui alourdissent notre vie, qui réellement alourdissent notre vie. Et ces mots, réellement, c'est des chapes de plomb. Regardez, faites un essai. Allez, sur une journée, et développez une conscience un peu plus éveillée et pratiquez l'autocorrection. À chaque fois que vous avez envie de dire « je dois aller chercher les enfants à l'heure » ou « je dois faire cela », utilisez le mot « je choisis de faire ça ». J'ai l'intention de faire ça. Automatiquement, vous êtes en train, finalement, d'alléger le quotidien, ne serait-ce que par ce langage transformationnel qui alourdit nos vies. Vous savez combien un mot est créateur, hein, Dieu a créé le monde au travers de la parole, et ça on le sait, un mot peut encenser une relation, il peut complètement la détruire, mais clairement déjà avec nous-mêmes. Quand on s'amuse à utiliser des mots comme « c'est vrai »,« c'est faux », c'est noir, c'est blanc. Vous voyez, entre le noir et le blanc, je dis souvent qu'il existe le gris, et le gris, c'est très joli. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de vous dire qu'il y a quand même peut-être dans mon langage qui est des fois dur, lourd, qui alourdit les choses, une manière de pouvoir alléger nos vies. Elles sont déjà suffisamment chargées. Je dois prendre soin de savoir ce qui sort de ma bouche et que ce ne soit pas pour moi de nouvelles chapes de plomb. Parce que même un mot, regardez quand vous dites par exemple, je ne sais pas moi, le jeudi soir, oh, je dois faire Shabbat. Rien que ce mot, je dois faire Shabbat. Quand vous dites, bon, je choisis, je vais rentrer, je choisis de faire Shabbat, je vais y mettre automatiquement, vous développez quelque chose de complètement différent en termes d'énergie. Vous savez, on est des producteurs d'énergie. L'énergie que j'envoie, je la récupère. Tout est énergie. Donc, il faut faire très attention à l'énergie que je déploie autour de moi. J'aimerais vous parler aussi d'une clé qui me semble importante, que j'expérimente aussi beaucoup. C'est la respiration. En fait, on s'est rendu compte que toutes ces personnes qui vivent dans un stress permanent, qui développent une conscience anxiogène, ils ont un point commun, lequel ils ne savent pas respirer. Ou ils respirent trop vite ou trop lentement. Il faut savoir que parmi les 3 cerveaux, on va parler de ce cerveau central, le cortex préfrontal, l'intestin qui est un cerveau et le cœur qui est un cerveau aussi, eh bien, il est clair que la respiration aujourd'hui, le cœur n'est pas seulement une pompe. Aujourd'hui, il est noté par tous les scientifiques que c'est souvent avec le cœur, donc la respiration, que l'on pourra trouver la solution aux choses. Pourquoi? Parce que la respiration, quand je sais respirer à une bonne cadence, ça m'évite de monter dans les tours. Vous savez, vous avez 2 systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui m'encourage à me mettre en mouvement. D'accord? C'est celui qui accélère les choses. C'est celui où je suis stressée. J'avance, je suis en haute énergie. Et il y a le parasympathique, celui qui me demande justement de pouvoir faire une pause, qui va pouvoir me permettre de me détendre. Et entre les deux, il doit y avoir ce qu'on appelle une cohérence. Il ne peut pas y en avoir un qui travaille à sur-régime et l'autre qui se repose. Et c'est vrai que dans le monde moderne, celui qui est très activé, c'est mon système nerveux sympathique.
Donc justement, pour pouvoir créer cette cohérence et m'éviter de monter dans les tours, il va falloir que justement, j'apprenne à respirer. Parce qu'au travers de la respiration, je vais pouvoir justement créer, réguler mon stress. D'ailleurs, on parle de la respiration comme le meilleur régulateur naturel de stress. Il y a des endroits entiers où on apprend à respirer. Et vous avez des outils exceptionnels sur Internet qui s'appellent la gestion du stress, Respi Plus, qui est tout simplement quelque chose à télécharger et qui va vous permettre justement d'apprendre à respirer. Quand vous respirez, non seulement vous allez lâcher ce stress, vous allez justement aspirer tout ce qui est toxines, vous allez avoir une meilleure circulation sanguine à tous les niveaux. Il ne peut y avoir que des bienfaits. Vous allez beaucoup moins manger, tout cela, vous allez pouvoir réguler tout un système. C'est une vraie pépite. La respiration, ça a des bienfaits exceptionnels. Donc, c'est important dans son hygiène de vie, de la même façon que le matin, vous n'allez pas sortir sans avoir pris, je ne sais pas moi, pris le temps de, je sais pas moi, pris le temps de brosser vos dents ou de ranger la maison, j'en sais rien. Mais ça doit faire partie de votre hygiène de vie. Je ne peux pas démarrer une journée si je n'ai pas pris le temps de respirer. Pour moi, c'est important. C'est comme si, on m'enlevait quelque chose. J'ai besoin de lâcher peut-être un stress que je ne peux pas contenir, qui s'accumule, peut-être que je n'ai pas vu et que j'ai besoin tout simplement de lâcher. J'ai envie de parler d'un dernier point qui me semble important et qui a l'air simple aussi. Mesdames, entourez-vous de personnes positives. Créez votre solide camp de base. On a autour de nous des personnes qui sont là, qui génèrent de bonnes énergies. Il y en a d'autres, quand vous les rencontrez, qui sont là et qui génèrent des énergies très négatives. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait partie de ma famille, oui, je ne peux pas me séparer, oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est toi qui choisis d'avoir la relation avec cette personne ou pas. Il faut savoir que, quelque part, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors, c'est vrai que certaines fois, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas ne pas fréquenter. Mais il y en a d'autres, en vérité, où l'on peut justement atténuer la relation parce que ça a un impact sur mon psyché. Il faut savoir que nous sommes des créatures sociales. On a besoin de liens. Et le réseau relationnel est extrêmement important. C'est un facteur de longévité, c'est un facteur d'apaisement, mais il faut faire attention à quel type de solide camp de base je construis. Et souvent, on est entouré par des personnes qui nous tirent vers le bas. C'est simple ce que je vous dis, mais en même temps très puissant. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire attention aux personnes que je fréquente. C'est pour ça que je terminerai par un point qui me semble important. C'est que pour pouvoir avancer et ne pas rester dans un mode suiveur, quand je vous ai parlé tout à l'heure de faire des pauses, faites des pauses et posez-vous des questions. Vous savez, quand on se pose des questions, de bonnes questions amènent toujours de bonnes réponses. La personne qui est en rupture avec le changement, c'est une personne qui ne se pose plus de questions. Alors, c'est plus facile, c'est vrai. Moi, j'ai des personnes qui arrivent chez moi qui ont 70 ans, qui ne se sont jamais posé de questions, qui ont mis la tête dans le sable et qui ont avancé. Quel dommage. Le fait de se poser des questions, vous savez que vous avez 3 parties dans le cerveau. Le conscient, l'inconscient et entre les deux, le subconscient. Cette partie-là, elle interagit face aux questions que vous lui posez. Elle réagit. Alors vous allez me dire, des fois, je me pose des questions, mais je ne trouve pas les réponses. Ce n'est pas grave. Rien que le fait d'avoir posé la question, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va bouger et tu vas trouver le comportement à poser. Mais juste pose des questions. Sors d'un mode, on va dire, encore une fois, automatique et passe à un mode mental préfrontal. C'est extrêmement important. Si on a envie d'avancer, justement, il ne faut pas être dans le déni. Comme je vous disais tout à l'heure, et te dire, bon, alors, c'est pas grave, ça ira bien demain, je vais faire un peu de sport, non, je vais prendre le téléphone, je vais appeler ma maman, tout ira bien.
Non, il faut s'asseoir et regarder les choses en face et se poser des questions. Est-ce que c'est comme ça que je veux continuer? Est-ce que c'est écologique pour moi? Quelles peuvent être les conséquences si je continue comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de matière au travers des réseaux, beaucoup à la portée de chacun. On peut arranger son quotidien. Vous avez des thérapeutes, vous avez beaucoup de choses qui peuvent bien vous faire avancer. Il faut simplement en avoir conscience et décider à un moment donné que ça ne peut plus avancer comme ça. En tout cas, moi, ce soir, ce que j'ai voulu, c'est que vous compreniez un petit peu la manière dont vous fonctionnez et vous dire et vous passer le message que à l'intérieur de nous, nous avons en fait toutes ces solutions. Nous avons toutes ces solutions et qu'on peut arriver à appréhender que ce soit un stress, que ce soit lâcher un burn-out. Alors bien sûr, si c'est un burn-out conjoncturel, structurel aussi, je pense qu'on peut y arriver, on y est arrivé. Donc, il faut que, quelque part, on en prenne conscience pour, en fait, stopper la machine et débrancher. Alors, je parle beaucoup de tout cela. J'ai beaucoup de capsules sur YouTube qui parlent justement de la gestion émotionnelle, du stress, parce que c'est un petit peu mon dada. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où il y a beaucoup de matière qui est disposée, qui est déposée surtout. Ma chaîne YouTube, c'est Chana, C-H-A-2-N-A, Coaching Neurosciences. Chana, Coaching Neurosciences. Vous allez pouvoir avoir plusieurs capsules sur différentes thématiques. En tous les cas, je vous souhaite déjà le meilleur. Je vous demande de peut-être réfléchir avant qu'on se quitte à 2 points qui vous ont parlé lors de cette conférence. Parce que voilà, vous êtes en énergie et pour ne pas que cette énergie se dilapide, on est toujours là, vous asseoir peut-être, c'est une proposition bien sûr, prendre une feuille, un stylo et peut-être noter les 2 points qui vous ont le plus parlé. OK? Une fois que c'est noté, c'est un travail de coaching que je vous donne, c'est un homework. Essayez de vous dire, OK, quelles sont les 2 actions que je m'engage à poser dès demain? Déjà là, vous êtes en train justement de transporter cette énergie dans votre quotidien. Ça ne va pas rester une lettre morte. Et au contraire, ça va pouvoir se développer dans votre quotidien. Vous allez prendre tout cela et justement en faire quelque chose. Mais juste une chose, soyez bienveillante avec vous-même. Même si ça ne marche pas tout de suite, soyez patiente. Ça, c'est important. Soyez persévérante, d'accord? C'est pas grave. Ce sont les petites actions, les petits rituels que vous allez poser au quotidien, qui vont chambouler cette boîte crânienne et qui vont créer de grands changements. Donc voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des questions ou pas. En tous les cas, soyez heureuses et à très bientôt, je l'espère.